Bonjour, Sonchi Ariyash, vous êtes biologiste, vous travaillez depuis 10 ans sur les espèces exotiques envahissantes et vous êtes actuellement candidate au doctorat dans le laboratoire du professeur Ricciardi à l'université McGill. Vous conduisez une étude sur l'expansion de la tanche, donc un poisson envahissant dans le fleuve Saint-Laurent. Vous avez également participé à plusieurs études sur les processus d'invasion de différentes espèces animales dans le Saint-Laurent. Donc, dans le cadre du mois de l'eau, le comité ZIP Jacques Cartier a souhaité mettre à disposition du grand public des entretiens avec des chercheurs afin d'informer et de sensibiliser aux principaux enjeux du Saint-Laurent. Donc, Sonchi Ariyash, merci beaucoup d'accepter de nous parler de vos travaux. On parle beaucoup de la renouée du Japon qui ont envahi les milieux humides au bord du Saint-Laurent, de la moule zébrée dans les Grands Lacs, de la grille du frêne, du myriophylle à épi dans les lacs et les rivières des Laurentides, par exemple. Et il y a bien d'autres espèces problématiques. Donc, ce sont des animaux ou des végétaux un peu particuliers et qu'on regroupe sous cette appellation d'espèces exotiques envahissantes. Y en a-t-il beaucoup sur les rives et dans les eaux du Saint-Laurent et quelles sont leurs caractéristiques communes? Oui, malheureusement, il y en a beaucoup d'autres dans les alentours de Montréal. Par exemple, nous avons plusieurs poissons exotiques. Vous connaissez peut-être les gobiers taches-noires, mais il y a des autres qui sont passés un peu sous les radars, comme la tanche, les retengles, aussi appelés gardons rouges, puis aussi les petits poissons rouges, qui est aussi appelé les caressins. Nous avons aussi plusieurs invertébrés comme les crevets à taches rouges et encore plusieurs plus petits organismes à 2 cm ou moins en longueur, comme la crevette rouge-sang, les cladocères épineux, le pusto en Amazon, de la petite crevette d'eau douce. Et on a aussi les mollusques, comme vous avez bien dit, les moules zébrées, puis aussi les quaggas, les vivipères chinoises et plusieurs plantes exotiques, dont certains, comme les châtaignes d'eau, sont très nocives. Ces espèces varient beaucoup les unes de l'autre, mais absolument tout partagent au moins un point commun, leur relation avec les humains. Donc, toutes ces espèces ont eu besoin des humains pour traverser des barrières géographiques énormes. Pour les espèces les plus nocives, on voit souvent qu'ils partagent un autre point en commun. Elles diffèrent beaucoup des espèces indigènes des eaux colonisées. D'abord, elles sont plus éloignées d'un point de vue taxonomique, donc des relations évolutionnaires plus distanciées. Elles sont aussi moins semblables d'un point de vue morphologique. En conséquence, elles peuvent employer des stratégies de concurrence ou de prédation auxquelles les espèces indigènes ne sont pas adaptées. Donc, c'est un peu comme si ces exotiques ont amené des armements contre lesquels les espèces indigènes n'ont pas de défense. Bien. Oui, donc ces espèces développent des stratégies adaptatives particulièrement efficaces contre les espèces endogènes. Oui. Pouvez-vous nous donner quelques exemples plus précis de ces stratégies qui sont développées? Un exemple qui a eu un impact très grand, c'est les moules zébrées et les moules quaggas, comme je l'ai dit. Elles sont des moules qui sont très proches quand on les regarde à les moules marines. Tous les moules d'eau douce dans les Saint-Laurent sont très différents. Les moules marines s'attachent à des substrates, mais les moules d'eau douce, non. Donc, les moules zébrées qui sont proches de ces marines arrivent et s'attachent un peu partout. Et ça empêche notre moule indigène de survivre parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce type de compétition. Et oui, excusez-moi. Non, c'est bon. En quoi finalement le remplacement d'une moule par un autre ou d'une espèce de poisson, une espèce de crevette par une autre, en quoi c'est un problème finalement, que ce soit pour l'écosystème en lui-même
ou les humains parce que on sait très bien que la nature, c'est un milieu compétitif et puis il y a des espèces qui prennent le dessus sur d'autres. En quoi c'est un problème spécifique, ces remplacements des espèces indigènes par des espèces exotiques? Bon, quand on remplace une espèce indigène, il peut avoir des effets sur beaucoup d'autres. Pour l'exemple du moule, une espèce de poisson qui intéresse un peu plus aux humains que les espèces plus petites comme les moules. Les seuls poissons qui est trouvé seulement au Québec, donc les seuls poissons endémiques du Québec, c'est le chevalier cuivré. Et c'est une espèce qui dépend des moules pour sa nourriture. Donc, cette espèce est en péril, en part, parce que sa nourriture a été enlevée par la compétition des espèces envahissantes. Puis, on a beaucoup d'autres exemples où des espèces arrivent, des poissons, par exemple, les gobies à taches noires. On n'est pas très intéressé à les pêcher dans une pêche commerciale, même dans la pêche sportive, c'est assez petit. Mais ces poissons-là peuvent nuire à des espèces qu'on veut pêcher, comme les perches chaudes dans les fleuves, dans les lacs Saint-Pierre, où on a un moratorium sur la pêche à perches chaudes depuis 2012. Donc, il y a des perches chaudes commerciaux qui ne sont pas heureuses, puis des pêcheurs sportifs qui voudraient les échapper, mais ce n'est pas possible parce que les recrutements de cette espèce, c'est vraiment faible. Donc, quand on introduit un très agressif compétiteur comme les gobies à taches noires qui mangent la même nourriture que les perches chaudes, ça pose un grand défi aux personnes qui cherchent à sauver cette population. Parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux, les dégradations d'habitat et des autres choses, mais ça tue un effet cumulatif. Ouais. Donc, en fait, ça a des effets cumulatifs parce que ça réduit la biodiversité locale, en fait. Ça a des effets économiques, comme vous disiez, par exemple, sur la pêche, commerciale ou d'agrément. Donc, en fait, si on ne fait rien, ces espèces peuvent avoir un effet dévastateur sur l'écosystème du Saint-Laurent. Oui. Oui. Souvent, comme j'ai dit, les effets néfastes sont dus à la compétition, parfois par la prédation. Même si on n'a pas des grands piscivores en ces moments-là qui ont été introduits, heureusement. Mais un autre cas intéressant sont les espèces qui on appelle les ingénieurs d'écosystèmes. C'est-à-dire qu'elles induisent des transformations physiques dans leur environnement, des fois à l'échelle très importante. Par exemple, certaines écrevisses, qui sont des très bien connus ingénieurs, peuvent diminuer l'abondance des plantes aquatiques, ce qui détruit l'habitat pour les autres invertébrés, puis aussi pour les poissons qui ont besoin de ces milieux humides avec beaucoup de végétation pour se reproduire. Certaines espèces d'écrevisses aussi creusent dans les sédiments, ce qui contribue à l'érosion des berges et qui diminue la qualité de l'eau en raison du brossage des sédiments. Puis ce brossage, à son tour, mine la disponibilité de la lumière du soleil dont les plantes aquatiques ont besoin. Donc, ces ingénieurs peuvent complètement changer l'habitat. Et quand on change l'habitat, ça transforme la composition des espèces qui peuvent continuer de survivre. Quels sont les moyens de surveillance développés par les chercheurs ou par les institutions pour faire le suivi de ces espèces qui sont quand même très, très inquiétantes? Et comment juge-t-on de la propagation? Comment est-ce qu'on fait pour surveiller ça?
Oui, enfin, il y a plusieurs efforts par plusieurs organisations. La surveillance à long terme, c'est très importante et elle est principalement la compétence des organismes gouvernementaux, dont Pêche Océan Canada ou le ministère des Forêts, Faune et Parcs, qui travaillent souvent aussi avec les pêcheurs commerciaux. Ces programmes d'échantillonnage sont réalisés pendant une longue période de temps, ciblant plusieurs espèces, avec une méthode uniforme et constante. Comme ça, on peut comparer comment la population change pendant les années. Mais on utilise ces suivis aussi pour suivre les changements des espèces indigènes, ce qui nous permet d'évaluer les impacts des introductions. Puis toutes ces longues études sont appuyées par des plus petits projets à plus court terme. Il y en a plusieurs, souvent concentrés sur des menaces émergentes. Et beaucoup de ceux-là sont réalisés par les universitaires, comme par exemple mon projet sur la tanche, c'est mon projet de doctorat. Pour vous donner une idée, une des majeures parties de mon projet, c'est j'ai effectué un échantillonnage intensif dans les fleuves Saint-Laurent, les rivières Richelieu et les lacs Champlain, où la tranche a débuté à s'y attendre. J'ai maintenu un effort constant avec les mêmes nombres, les mêmes types de filets, ce qui me permet de comparer les observations entre les sites. Puis ensuite, j'utilise ces données pour construire des modèles mathématiques qui permettent d'identifier les habitats les plus susceptibles d'accueillir des importantes populations de la tranche. Et celles-là sont des informations très importantes pour cibler la surveillance, parce qu'il n'est pas possible d'être partout en tout temps. Mais en général, aujourd'hui, on a une grande variété de techniques de surveillance au-delà des filets. J'ai choisi 2 ou 3 qui je trouvais intéressantes de vous en parler. Par exemple, Pêche Océan Canada a fait un grand effort de marquage avec des étiquettes de télémétrie, ce qui fait utilisation des récepteurs qui sont dans les fleuves pour suivre les mouvements des tanches individuelles dans les Saint-Laurent. Donc, on peut voir combien qu'une individuelle peut voyager, la vitesse, la distance, et on utilise cette information pour développer des modèles de propagation, pour voir les risques de ces introduisements dans les autres milieux. De l'autre côté, les chercheurs à la MFFP font une très intéressante analyse utilisant la microchimie autolytique pour tracer les plans d'eau où les tanches individuelles ont été présentes. L'otolithe est une os petite dans la tête, qui se trouve dans la tête du poisson. Il est souvent utilisé pour estimer l'âge du poisson, car la croissance de cet os s'effectue en couches, un peu comme les anneaux d'un arbre. Donc, la chimie d'une plante d'eau particulière est aussi réfléchie dans la concentration des différents ions dans l'otolithe. Donc, l'otolithe, certes, d'une sorte de journal de voyage pour chaque poisson. On peut voir où elle est née, si elle a débuté sa vie dans les Richelieu, puis est-ce qu'elle est arrivée au lac Saint-Pierre, ou d'où est venue la tranche qu'on a trouvée dans les lacs Ontario, par exemple. Et on a aussi des nouvelles techniques qui sont en train d'être perfectionnées avec les ADNE, c'est-à-dire les matériels génétiques qui est présent dans l'environnement. Cette analyse est particulièrement sensible et efficace pour détecter la présence des espèces en faible abondance, donc au début de l'invasion, quand il est le temps critique d'agir.
Il y a aussi des très nouveaux techniques qui ont été standardisées pour moyen des caméras subaquatiques qui deviennent moins et moins coûteuses aujourd'hui. Puis la plupart de ces données de ces informations vont dans la construction des modèles mathématiques qui sont semblables dans quelques respects aux modèles utilisés pour estimer la propagation des maladies infectieuses comme les coronavirus, dont on a beaucoup entendu parler dans ces derniers mois. Donc, on fait une chose un peu pareille. Ok, ben, c'est tout à fait fascinant. C'est cette précision qu'on a à partir de la biologie du poisson, c'est vraiment intéressant. Vous avez parlé justement du moment critique où on commence à intervenir. Justement, quand est-ce qu'on sait qu'il faut intervenir? Parce qu'on va faire de la surveillance des poissons qu'on connaît, on va pouvoir repérer des nouveaux poissons, mais on n'intervient pas forcément tout de suite dès qu'il y a quelques individus. À partir de quels sont les paliers, les seuils auxquels on se dit bon là il faut intervenir, puis des seuils où on va se dire ah ben là vraiment on est dépassé, c'est trop tard. Comment on fait pour la temporalité? J'imagine c'est très important. Oui, ce qu'on dit souvent, c'est entre chercheurs et dans les publications, c'est toujours que la détection précoce et la réponse rapide sont clés. En début d'une invasion, le temps est très précieux. Lorsque la population est toujours faible, une réduction, même partielle, peut être suffisante pour induire un effondrement de la population. Donc, les espèces aquatiques, car les individus sont cachés dans l'eau, on ne les voit pas facilement. Puis, si la population est diffusée sur un large territoire, il est très difficile de cibler et d'éradiquer toute la population. Donc, puis plus l'intervention est grande et grave, plus fortes seront les effets collatéraux sur les autres espèces. Donc, il faut aussi penser à soi. Le problème, c'est qu'au début de l'invasion, il est souvent très difficile de justifier de l'action. Puisque l'espèce n'a pas encore eu des impacts qu'on a sentis, ça semble d'être pas un problème. Afin de résoudre ces dilemmes un peu, on essaie d'identifier les espèces qui sont les plus gros risques pour avoir les impacts graves par regardant leur histoire, leur historique d'invasion ailleurs. Et par la réalisation des expériences et la construction des modèles pour comprendre comment ces espèces agiront dans notre contexte local. Parce que ce n'est pas la même histoire. S'il y a beaucoup des impacts dans un endroit, ça ne veut pas dire que ça va être un problème ici, malheureusement. Donc, en fait, oui, le grand problème avec les espèces animales aquatiques, c'est que souvent elles sont cachées quand il faudrait intervenir. Au moins, des plantes, on peut les voir à l'air libre. Enfin, il faut les chercher quand même, ça dépend, ça peut être petit, mais les poissons, c'est plus délicat. Mais c'est en effet cette rapidité-là, elle est vraiment, vraiment intéressante. Est-ce qu'on est sûr de... quand on a réussi à faire effondrer une colonie d'espèces exotiques envahissantes, est-ce qu'on arrête la surveillance? Est-ce qu'on est sûr que c'est terminé? Ou comment on fait? On attend un petit peu, c'est comme un cancer, une rémission, on attend pour être sûr que ça ne reprenne pas? Oui, c'est vraiment comme les maladies. Il y a beaucoup de pareils. C'est sûr que la surveillance est la clé. L'intervention doit souvent être répétée à plusieurs reprises parce que souvent, la population est seulement sous notre habilité de détection. Puis, des fois, l'espèce continue d'y rester. Donc, même si les premières années avec l'intervention, on ne les trouve pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas retourner. Donc, il faut continuer la surveillance pour plusieurs années pour être sûr. Oui. Alors, j'imagine que cette lutte, elle est très coûteuse en temps, en argent, en ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée est-ce que vous avez des chiffres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est facile de quantifier ce genre de choses? En fait, ce n'est pas très facile de trouver les chiffres parce que
il y a tous les coûts de gestion, mais il faut intégrer les dépenses sur la recherche et surveillance qui sont d'habitude faites par les organismes différents. Mais pour vous donner une idée, on a estimé que l'impact économique dans la région des Grands Lacs, y compris les coûts associés aux dommages des espèces envahissantes, ainsi qu'au contrôle, ça est estimé à 200 millions de dollars américains par année. Puis, un autre exemple que j'ai trouvé très illustratif, qui est un peu plus précis, même s'il n'est pas dans les Saint-Laurent, c'est la gestion de la lamproie marine. Cette lamproie menace la pêche commerciale sportive dans les Grands Lacs. Cette espèce est très bien établie depuis longtemps, mais les coûts associés à son impact sont si grands qu'on a décidé de faire une gestion à l'échelle de tout l'écosystème des Grands Lacs, même si ça coûte beaucoup. Donc, il y a un grand effort de réduire sa population. Ça continue d'une année dans l'autre. Ça ne va jamais s'arrêter vraiment. Et on utilise tout un suite de moyens comme le lampricide, qui est un pesticide qui cible les lamproies. Puis on utilise des phéromones, des barrières, des pièges. Et tout ça coûte seulement au Canada, pas incluant les dépenses par les États-Unis. Seulement, le Canada dépense 1,8 million de dollars par année, seulement sur cette une espèce. Mais ça sert à sauver une industrie de pêche qui est évaluée à 7 milliards de dollars. Donc, on a décidé que c'est correct, on va faire ça. Oui, c'est un investissement qui vaut la peine. Et puis, là-dedans, il y a aussi le coût des habitats et des écosystèmes à préserver qui ne sont pas quantifiés là-dedans. C'est ça. Qu'il faudrait prendre dans l'équation si on voulait. Donc, c'est rentable quand même, c'est important. Donc ça, c'est l'action des institutions, des chercheurs, des professionnels de l'eau. Mais y a-t-il quelque chose que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant que citoyen, peut faire pour lutter contre ces espèces? C'est pas très évident de savoir ce qu'on peut faire. Là, on se sent assez impuissant par rapport à tout ça. Oui, certainement. Pour les espèces envahissantes, la réponse est très facile oui. Dans un grand nombre de cas, la première fois qu'une nouvelle espèce est identifiée, ce n'est pas les chercheurs, ce n'est pas les scientifiques du gouvernement qui la trouvent, c'est les publics. Donc, les pêcheurs sportifs ou commerciaux ou par des résidents locaux. Ces gens-là passent beaucoup de temps sur leur cours d'eau et ces contributions de la part des publics est très précieuse pour la détection précoce. Puis, puisque les humains sont très souvent les vecteurs de propagation de ces espèces, même la propagation locale, une fois qu'ils sont arrivés à Québec, la bonne nouvelle est que toute notre action, les actions de tout le monde sont importantes pour la prévention. Vous pouvez également parler à vos amis, aux membres de vos familles. Je crois que ça, c'est très important afin de les sensibiliser à ces enjeux. Je pense toujours qu'on a déjà réussi à instaurer une connaissance collective aux certains dangers, par exemple des feux forestiers d'origine humaine. Si on pourrait faire quelque chose semblable pour les espèces envahissantes, ça pourrait être très, très précieux. Puis je peux donner quelques exemples pratiques pour les mondes qui vivent ou jouent sur l'eau. Il est essentiel que même aussi, j'ai presque oublié cela, c'est un point très important. Même les personnes qui ne sont pas des pêcheurs, mais si on aime tenir des aquariums chez nous, c'est un point qui beaucoup de monde n'est pas sensibilisé, c'est que les aquariums sont très dangereux. Donc, on doit éviter de libérer les animaux, les plantes dans la nature, parce que ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Puis bien sûr, pour ceux qui ont un bateau, les pêcheurs, il faut soigneusement nettoyer, vider, sécher les bateaux avant de les transférer entre cours d'eau.
faire une attention particulière aux résidus végétaux collés à la remorque, parce que les plantes, elles peuvent se propager par la propagation ou reproduction végétale. Puis aussi, il y a plusieurs très petites créatures qui peuvent y survivre, comme cette invertébré dont j'ai parlé plus avant. Puis si jamais quelqu'un voit un spécimen anormal, nous, les chercheurs qui travaillent sur les espèces envahissantes, nous sommes toujours très heureux de recevoir un courriel avec une photo et on va aider à l'identifier. Puis aussi, on peut contacter la MFFP, un numéro, un courriel qu'on peut contacter si on trouve quelque chose qu'on croit n'est pas indigène. Ouais. Donc, il y a en effet beaucoup de choses qu'on peut faire là, c'est bien, c'est rassurant quelque part. Juste pour terminer, quelles sont les espèces qui actuellement, vous l'avez déjà un peu dit, les espèces qui sont peut-être pas encore envahissantes, qu'on ne connaît pas nous en tant que grand public, mais qui sont surveillées de très très près par les chercheurs, donc soit parce qu'on craint qu'elles viennent, elles ne sont pas encore là, mais on sait qu'elles sont à côté, ou elles arrivent tout juste et puis on n'intervient pas encore, mais on les surveille. Vous avez quelques exemples? Oui, mais d'abord, je vais mentionner ma tanche, mon poisson préféré. Non, pas mon poisson préféré, c'est dans terrasse. Donc, la tanche, mais aussi la roteigne, les petits poissons rouges sont des poissons qui sont préoccupants car ils sont déjà présents dans notre fleuve. Ils se sont établis et on va les voir de plus en plus. Et pendant que leur densité continue à augmenter, on va commencer à sentir leur impact. Donc, je crois que c'est des espèces qu'il faut apprendre à reconnaître. Mais un autre groupe d'espèces exotiques qui sont beaucoup plus inquiétantes, dont je crois qu'on doit parler vraiment sur les carpes asiatiques. Ce sont en fait 4 espèces. Pas une seule. On a la carpe noire, la carpe argentée, la carpe à grosse tête et la carpe des roseaux. Cette espèce sont échappées des lieux d'aquaculture dans les États-Unis et elles ont envahi les fleuves Mississippi. C'est en fait cette histoire de leur colonisation dans le Mississippi qui est préoccupante. Après quelques décennies, les carpes asiatiques y représentent jusqu'au 90 de la biomasse à certains endroits. Puis ces poissons sont très grands, beaucoup plus grands des autres poissons qu'on trouve d'habitude qui mangent les proies pareilles dans les Saint-Laurent. Ces poissons mangent des 20 à 40% de leur masse corporelle chaque jour. Ils peuvent atteindre une masse de 40 kg et une longueur de plus d'1 mètre. Puis, elles se rapprochent au Grand Lac et un spécimen de ces espèces a été capturé dans les Saint-Laurent. La carpe des roseaux a été capturée en 2006. C'était une femelle fertile qui est de la mauvaise nouvelle. Elle était 1 mètre et 26 cm de longueur et pesait 29 kg. Puis on a aussi trouvé l'évidence des présences des autres, mais seulement à travers les ADN. Donc, on n'est pas certain que l'espèce soit vraiment établie, mais elle est certainement en train d'arriver. Cette espèce pose un grand problème. Cette espèce en particulier mange les plantes et elle peut détruire des grands plants de végétaux aquatiques qui sont indispensables pour la reproduction de plusieurs poissons indigènes, plusieurs espèces qui sont très importantes dans la pêche sportive. Puis les autres espèces ne sont pas encore arrivées dans les fleuves Saint-Laurent, mais elles nous rapprochent vraiment vite.
et si j'ai encore un peu de temps, je voudrais aussi mentionner une dernière espèce qui n'est pas un poisson. J'ai parlé beaucoup de poissons parce que je travaille beaucoup sur les poissons, mais il y a une écrevisse. C'est l'écrevisse marbrée. Cette espèce possède un risque important d'introduction car on sait qu'il est vendu dans les magasins d'aquarium à Montréal. En fait, cette espèce est très nouvelle. Elle a sa origine dans les aquariums des hobbyistes. C'était comme une erreur génétique à sa création. Comment? C'était une espèce qui reproduit asexuellement. Donc, elle n'a pas besoin de chercher un partenaire pour se reproduire. Tous les spécimens sont femelles et on produit beaucoup de clones chaque année. Parce qu'elle peut se reproduire jusqu'à 3 fois, puis chaque fois, elle produit finalement 600 œufs. Puis chaque décès-là peut débuter à se reproduire à 5 à 6 mois. Oui, ça fait beaucoup d'écrevisses assez vite. C'est beaucoup d'écrevisses. Puis ces écrevisses aussi détruisent la végétation. Et ils sont très agressifs, très compétitifs. Je suis très heureuse qu'on n'a pas trouvé une dans les Saint-Laurent encore. J'espère que ça reste comme ça, mais je ne sais pas. Ce printemps, en avril, on a trouvé le premier spécimen de cette espèce dans la nature, dans l'Amérique du Nord. C'était en Alberta. Donc, on espère de sensibiliser le monde, spécialement les hobbyistes d'aquarium, à ne pas jeter cette espèce. En fait, il serait idéal si les magasins des aquariums ne la vendent pas parce que c'est tellement dangereux. Il n'y a pas de loi qui interdit de vendre cet animal-là. Pas encore, malheureusement. Ouais. Donc, il faut garder ces animaux dans ces aquariums. Ça. Ou dans ces terrariums aussi, d'ailleurs, ça marche aussi pour et les plantes aussi. Et les plantes aussi, oui. Oui, on oublie les plantes souvent, mais... Oui. OK. Ben, c'est vraiment, vraiment important de vous avoir écouté. Merci beaucoup pour ces explications très intéressantes et puis félicitations pour votre travail. Merci. C'est vraiment, vraiment important. Merci beaucoup.